je vais peut-être lancer la présentation Très bien. tranquillement. OK. Et puis comme ça, on enchaîne après avec ta présentation. Très Donc bien. juste un peu de housekeeping. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez écrire en anglais dans le chat, parce que du coup, c'est Aubrey qui s'occupera de régler les problèmes techniques. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Et à la fin de chaque chapitre, que vous demandera si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises, etc., pour qu'on puisse éclaircir tout ça et être sûr que tout est clair pour tout le monde. Et du coup, après, à la fin de chaque chapitre, vous pourrez prendre la parole directement. Pendant que Vipke présente, c'est plus simple que vous écriviez dans le chat. Moi, je suivrai les questions et je gérerai au fur et à mesure s'il y a besoin soit d'intervenir, soit de les garder pour la fin. OK. Du coup, je vais faire la présentation rapidement du début pour commencer, et puis après, je laisserai la parole à Vipke. Donc, déjà, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce troisième webinaire des rendez-vous de l'emploi 2022. Donc, comme je l'ai déjà dit dans les deux précédentes éditions, les rendez-vous de l'emploi sont nés il y a un an, avec un partenariat entre Untouchables, donc agence de recrutement, et puis Avenir Emploi Pays-Bas. Donc, a priori, Untouchables, je pense que tout le monde situe bien. Avenir Emploi Pays-Bas, on est donc une fondation qui existe depuis 2012, et c'est une fondation que je préside depuis 2015, et qui a pour objectif d'accompagner les francophones dans leur insertion sur le marché de l'emploi néerlandais, soit en cherchant du travail, soit en créant leur activité, puisque au sein de la fondation, j'ai créé une communauté d'entrepreneurs dans laquelle nous sommes aujourd'hui plus de 1400 personnes. La fondation est à but non lucratif et est animée uniquement par des bénévoles, donc comme moi je suis bénévole aujourd'hui par exemple. Et voilà, on essaie d'organiser régulièrement des événements, soit en partenariat, soit en solo, pour accompagner et aider au maximum les francophones dans leur insertion sur le marché de l'emploi néerlandais. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Wiebke Bonnet-Fogler, qui est avocate, spécialiste du droit du travail néerlandais et aussi du droit du travail allemand, et qui a un énorme avantage sur nous tous, c'est qu'elle parle de multiples langues et qu'elle est capable de travailler dans de multiples langues. Par exemple, le français, le néerlandais, l'allemand et bien sûr l'anglais. Donc, Wiebke peut animer tous les ateliers en français, aussi bien qu'en allemand, aussi bien qu'en anglais, aussi bien qu'en néerlandais. Et ce qui lui permet, au-delà même d'ailleurs des langues qu'elle parle, ce qui lui permet d'avoir une compréhension des différentes cultures et donc de communiquer avec les gens en partant sur des bonnes bases culturelles. Et moi, Wiebke, je la connais dans deux cadres différents. D'abord, dans le cadre de la Chambre de commerce franco-néerlandaise, où elle accompagne certaines des entreprises françaises qui viennent s'installer aux Pays-Bas et qui ont besoin d'embaucher. Donc, elle travaille avec elles sur tout ce qui est justement contrat de travail, etc. Et je la connais aussi dans le cadre d'Avenir Emploi Pays-Bas, puisque pour nous, elle a déjà animé plusieurs ateliers justement sur la présentation du droit du travail néerlandais. Donc voilà, et encore un troisième casquette d'ailleurs, c'est que dans mon activité de consultante, Wiebke a aussi conseillé des clientes à moi qui étaient en train de quitter leur entreprise pour différentes raisons et qui avaient besoin d'un conseil juridique à ce moment-là. Donc voilà. Petite présentation très succincte de Wiebke parce qu'on pourrait présenter ses multiples casquettes, activités, talents et qualités. Et je vais maintenant te laisser la parole. Oh, merci beaucoup, Sarah. Tu mets la latte très haute. Donc, je vais essayer de satisfaire les attentes que tu as évoquées. Donc, bonjour tout le monde. Je suis ravie de pouvoir faire cette présentation aujourd'hui sur le droit du travail des Pays-Bas, qui en général peut surprendre les Français qui viennent s'installer ici ou encore les employeurs français qui ont du personnel aux Pays-Bas, parce qu'il y a quand même certains points qui sont assez fondamentalement différents par rapport au droit français. Alors bon, tout en étant différent, bon, c'est quand même un système qui marche très bien. On en parlera, enfin, on évoquera certains points tout à l'heure. J'ai 1 heure pour vous parler du droit du travail. C'est pas beaucoup, c'est un champ ou un domaine dont on pourrait parler pendant des heures et des heures. Donc, je vais vraiment essayer de me restreindre
aux points principaux auxquels on pourrait se heurter en commençant un travail aux Pays-Bas et vous expliquer un petit peu le fonctionnement des employeurs, tout comme le fonctionnement des employés pour vous permettre d'avoir un premier aperçu de la situation juridique, mais aussi pratique aux Pays-Bas. Alors, j'ai fait un petit plan. J'espère que vous le voyez là. Donc, il y a 5 sujets que je voudrais évoquer avec vous. Le premier sujet, c'est de voir quand est-ce qu'on prévoit des CDD, quand est-ce qu'on prévoit des CDI, quelles sont les conséquences, quelles sont les coutumes aux Pays-Bas. Le deuxième point que je voudrais évoquer concerne la rémunération. Il y a quelques petites spécificités aux Pays-Bas que vous devriez connaître. Mon troisième point, ce sera l'incapacité de travailler et la maladie au travail. Ça, c'est un point qui est vraiment très, très différent quand on compare au système français. Mon quatrième point concernera les clauses de non-concurrence. Là encore, il y a pas mal de différences et c'est un sujet auquel les personnes françaises ou francophones venant travailler aux Pays-Bas se heurtent régulièrement. Et finalement, le chapitre le plus long, ce sera le chapitre concernant la fin du contrat de travail, donc les différentes méthodes, on va dire, comment mettre fin à un contrat de travail. Et comme le disait Sarah à juste titre, ce que je vous propose, c'est, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et sinon, au bout de chaque chapitre, je vous poserai la question si est-ce que vous avez encore des questions sur ce chapitre. Et puis, n'hésitez pas non plus à me poser les questions oralement. On pourra discuter. On n'est pas très, très nombreux, donc je pense que ça laisse quand même la possibilité d'approfondir certains points qui vous intéressent tout particulièrement. Alors, les CDD et les CDI. Vous allez probablement faire l'expérience aux Pays-Bas que lorsque vous commencez un travail quelque part, on va commencer par vous proposer un CDD plutôt qu'un CDI. Il y a plusieurs raisons à cela. La raison principale, c'est que la période d'essai ou la période probatoire légale aux Pays-Bas est très, très courte. Parce qu'on parle d'une période d'essai de 2 mois dans un CDI et une période d'essai de 1 mois seulement dans un CDD, et ce uniquement si le CDD dure plus de 6 mois. Donc, ça, c'est un point qui est important parce que en 2 mois, souvent, il n'est pas possible d'apprécier si une personne est vraiment apte pour un certain poste. Bon, évidemment, ça dépend après de la nature du travail, mais souvent les employeurs néerlandais considèrent qu'ils voudraient avoir un petit peu plus de temps pour tester l'employé, et c'est la raison pourquoi ils passent souvent d'abord en CDD. Ça peut être un CDD de 6 mois. On voit souvent des premiers CDD de 7 mois. La raison est justement de pouvoir mettre une période d'essai dans le contrat. Et après, il est possible de renouveler le CDD au maximum 2 fois encore. Donc, vous avez le premier CDD, le deuxième CDD, le troisième CDD, et puis le 4e contrat de suite doit forcément être un CDI. Si on vous propose un 4e CDD, il sera quand même réputé être un CDI. Il y a également une période limite de 36 mois, ce qui veut dire que même si on vous a proposé que 3 contrats ou 2 contrats, que la période de 36 mois a été dépassée, vous êtes automatiquement en CDI. Donc, si j'ai un exemple, si par exemple vous avez un premier contrat, disons, de 12 mois qui est renouvelé pour une période de 24 mois, le 3e contrat après sera forcément un CDI, même si en principe c'est seulement le 3e contrat et non pas le 4e. Si jamais il y a une pause entre 2 contrats de travail de 6 mois,
à ce moment-là, le compteur repart à zéro et donc on peut recommencer cette période de 36 mois. Une autre spécificité aux Pays-Bas, c'est une obligation de notification. C'est une obligation qui concerne les CDD uniquement et qui consiste à obliger l'employeur d'informer le salarié au moins un mois à l'avance s'il souhaite renouveler ou non le CDD. Donc, c'est une règle qui n'est pas très ancienne. Il me semble que ça fait 4 ans à peu près qu'elle a été instaurée et qui doit donner plus de sécurité aux salariés et leur donner la possibilité, au moment où ils savent que leur contrat ne sera pas renouvelé, s'ils le savent à temps, ils peuvent chercher un autre travail à temps. Donc ça, c'est une obligation qui est également, il y a une sorte de punition, on va dire, lorsque l'employeur ne respecte pas cette obligation de notification. Parce que en fait, il peut vous devoir une indemnité allant jusqu'à 1 mois de salaire lorsqu'il n'a pas du tout respecté son obligation de notification, ou alors un salaire au prorata du retard. Donc, si par exemple, si on vous a informé seulement 2 semaines avant la fin du contrat, vous pouvez prétendre à un demi-salaire mensuel. Si on vous prévient 3 semaines à l'avance, vous pouvez prétendre à un quart de salaire mensuel. Donc, ça, c'est quelque chose que les employeurs parfois oublient et il faut que cette notification, elle soit faite par écrit. Donc là, il y a eu pas mal de jurisprudence sur le sujet concernant la question de savoir si une notification orale était suffisante lorsqu'elle peut être prouvée ou si est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait une notification par écrit. Mais les juges sont formels, ils disent qu'il faut que ce soit par écrit. Et bon, après, écrit, ça peut aussi être même un mail ou un message par WhatsApp, mais il faut qu'il y ait une trace écrite d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les CDD et les CDI. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions sur ce sujet. Il n'y en a pas dans le chat, en tout cas. Ça n'a pas l'air. Je vais continuer alors. Alors, oui, il y a une question. Quelles sont les différentes phases A et B? Je ne suis pas sûre de comprendre la question, Irina. La phase A et B, normalement, ça fait allusion au Uitzendkracht, le personnel en intérim. Ah d'accord, pardon. C'était la question, en effet. C'était plus pour les personnes en intérim qui ont un CDD. Ouais. Oui. D'accord, donc ça ne concerne que l'intérim, ça ne concerne pas les… D'accord, pardon, merci. OK, alors prochain point, c'est la rémunération. Bon, évidemment, aux Pays-Bas, comme en France, maintenant, on connaît le prélèvement à la source, c'est-à-dire que lorsque vous recevez votre bulletin de salaire, les impôts et aussi les charges sociales auront déjà été déduites, donc vous recevez uniquement une somme nette. Ce qu'il faut savoir, c'est que aux Pays-Bas, vous avez droit à une prime de congé obligatoire de 8% du salaire annuel. Donc, c'est en fait une sorte de 13e mois obligatoire. Et lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de cette prime de congé de 8%, vous pouvez prétendre à 8% en plus de votre salaire. Donc, c'est pour ça que dans la grande majorité des contrats de travail, ils font bien mention de la question de savoir si est-ce que le salaire se comprend exclusif vakantietoeslag, donc en excluant la prime de congé, ou inclusif vakantietoeslag, donc en incluant la prime de congé. Il est possible de prévoir que le salaire mensuel ou annuel, peu importe, comprend déjà la prime de congé de 8%, mais à ce moment-là, il faut que ça ait été noté noir sur blanc dans le contrat de travail
Si le contrat est tacite sur ce point, vous pouvez prétendre à cette somme en plus. Moi, ce que je vois souvent, mais bon, ça concerne plutôt les employeurs français, mais c'est que lorsque les employeurs souhaitent embaucher quelqu'un aux Pays-Bas, ben, ils négocient le salaire d'abord et une fois qu'ils se sont mis d'accord, ensuite ils viennent voir l'avocat et ils demandent, voilà, est-ce que vous pouvez me rédiger un contrat de travail? Et donc après, je demande, oui, mais est-ce que le salaire que vous avez négocié, est-ce qu'il comprend déjà les 8% ou est-ce que c'est 8% en plus? Et en général, l'employeur dit, bon, moi, je n'étais pas au courant, mais bon, disons que c'était inclus. Et très généralement, l'employé rouspète et dit, attendez, mais ce n'était pas comme ça qu'on avait convenu. Moi, je partais du principe que c'était les 8% en plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien garder en tête. La deuxième chose, c'est le 30% ruling. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est une règle, bon, peut-être que certains d'entre vous en profitent déjà, alors tant mieux pour vous. C'est une règle fiscale, en fait, à laquelle on peut appliquer lorsqu'on vient aux Pays-Bas pour travailler. Mais alors, ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment venir aux Pays-Bas en ayant déjà un contrat de travail en poche. Donc, vous ne pouvez pas venir aux Pays-Bas et ensuite postuler, ce sera trop tard. C'est une règle qui est censée inciter les expatriés qualifiés pour s'installer aux Pays-Bas et venir travailler aux Pays-Bas. Alors, qu'est-ce que cette règle de 30% ou le 30% ruling? Il permet à l'employeur de vous imposer seulement sur 60% du salaire et les 30% restants, ils sont payés sans déduction de l'impôt. Donc, bon, après, ça dépend du montant du salaire que vous recevez, mais ça peut faire des centaines par mois, voire pour les hauts salaires, des milliers par mois. Donc, c'est vraiment un grand avantage. Il faut pour cela être un salarié qualifié. Et alors, la qualification, ici, elle se mesure uniquement sur le montant du salaire. Donc, on ne va pas regarder si une personne est vraiment qualifiée, on ne va pas regarder s'il n'est pas possible de trouver une personne aussi qualifiée aux Pays-Bas, on va uniquement regarder le salaire et dès que ce salaire dépasse un dernier seuil, alors l'année dernière c'était 54 780 €, cette année ça doit être un tout petit peu plus, mais en général ça ne change pas beaucoup. Mais donc, dès qu'une personne, un salarié expatrié touche cette somme-là, il peut prétendre au ruling. Lorsque le ruling a été alloué, c'est une demande qu'il faut faire ensemble avec l'employeur auprès du fisc néerlandais. Et lorsque le fisc a alloué le ruling, vous pouvez en profiter pour une durée maximale de 5 ans. Et l'une des conditions après pour pouvoir prétendre à ce ruling, c'est que dans une période, il me semble, de 2 ans avant la venue aux Pays-Bas, vous n'avez pas habité à plus de 150 mètres de la frontière néerlandaise. C'est-à-dire que ça exclut la plupart des personnes belges et une certaine partie des personnes allemandes qui viennent s'installer aux Pays-Bas. Bon, un petit détail pour le ruling aussi, c'est que si vous changez de travail au cours de votre séjour aux Pays-Bas, c'est possible et vous pouvez alors emmener le ruling à condition qu'il n'y ait pas une période dépassant 3 mois entre votre ancien travail et le nouveau travail. Et donc, il est tout à fait possible avec le ruling de changer de travail. Alors, il me semble qu'il y a des messages. Tu es en mute, Sarah. Voilà, il y a une question sur est-ce que venir aux Pays-Bas pour travailler, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'il faut, si on vient quelques semaines pour passer des entretiens, ça compte pas comme ayant séjourné aux Pays-Bas en fait. Le truc, c'est être enregistré aux Pays-Bas comme étant résident aux Pays-Bas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Normalement, c'est quand on a demandé un numéro BSN.
Bonjour. 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 Non, c'est pas le salaire minimum, c'est le salaire minimum pour pouvoir prétendre à cette règle. Oh, ce serait trop beau. Alors, il y a des échanges. Donc, OK, c'est 54 000 et là, après 45 000, sauf erreur, pour les plus de 30 ans. Il y a en effet une différence entre plus de 30 ans et moins de 30 ans sur le salaire minimum requis pour avoir droit au 30% ruling. C'est vrai. Et après, en fait, il y a toujours deux montants parce que, bon, je comprends la remarque des 45 000 euros, mais ça, c'est les 70%. Donc, en fait, il faut toujours voir parce que c'est toute une fiction après. Donc, quand on applique le ruling des 70%, on dit que les 70%, ça, c'est le salaire et que les 30% restants, ça, en fait, c'est plus du salaire, mais c'est une compensation extraterritoriale qui est censée compenser la personne pour les frais supplémentaires qu'elle subit parce qu'elle est venue s'installer aux Pays-Bas. Donc, à ce moment-là, le salaire, il sera donc uniquement de 70%. Et donc, ça, ce sera les 45 000 euros qui sont invoqués. Mais normalement, au début, quand vous négociez votre salaire, c'est les 100%. Et après, seulement, on va voir si est-ce qu'on arrive à appliquer le ruling ou pas. Est-ce qu'il est d'accord ou pas. Ouais, j'ai répondu à une question qui était est-ce qu'on peut bénéficier du 30% ruling en tant qu'auto-entrepreneur? Et la réponse est non, parce qu'il faut qu'une entreprise vous fasse venir aux Pays-Bas pour occuper un poste dans l'entreprise, donc c'est pas possible. On a une remarque de Federica qui dit j'ai soumis mon dossier pour le ruling la semaine dernière. Ils ont aussi spécifié qu'il ne fallait pas avoir été aux Pays-Bas pendant plus de 3 mois consécutifs ou 6 semaines non consécutives dans les 2 ans précédant l'installation. Ça, c'est nouveau pour moi. Il y a des règles comme ça. Je sais pas, je connais pas tous les détails, mais il faut effectivement, il faut pas avoir passé trop de temps aux Pays-Bas avant de venir ici. Bon, après, ça sera difficile à prouver. Normalement, ils vont surtout regarder si vous avez eu un numéro BSN pendant une certaine période. Ouais, en effet, je vois pas trop comment l'entreprise en fait pourrait prouver une présence sur le territoire s'il n'y a pas eu de BSN en fait. Donc je sais pas, avoir. En tout cas, moi j'avais pas jusqu'à maintenant, j'ai pas entendu parler de ça. Il y a une autre question qui est sur le montant du salaire minimum aux Pays-Bas. Alors il y a un salaire minimum, mais je connais pas son montant par cœur. Vu que je sais pas si tu le connais. C'est entre 1008 et 2000. Je ne connais pas le montant exact, mais normalement il est publié partout, il est revu tous les ans. Je vais essayer de chercher l'info pendant qu'on continue et je la mettrai dans le chat. Ouais, c'est ce que je pense aussi, 1700 et quelques. Ouais. Après, ça dépend de l'âge aussi. Réponse à Lorenzo, oui, il y a un SMIC par tranche d'âge. Oui. Les moins de 21 ans gagnent moins que les plus de 21 ans. Mais après 21 ans, il n'y a plus de… Et après 21 ans, voilà, vous êtes considéré comme adulte. Je rechercherai l'info, je la mettrai dans le chat. Le SMIC, c'est 1007 là-bas. Oui, aux alentours de 1700. Alors, on va continuer. On va parler de l'incapacité de travailler. La première grosse différence entre les Pays-Bas et la France, c'est qu'aux Pays-Bas, vous n'avez pas besoin d'un certificat maladie. Donc, lorsque vous vous considérez comme n'étant pas apte à venir travailler, vous appelez votre employeur, vous lui dites voilà, je suis malade et c'est tout ce que vous avez à faire. Donc, vous n'avez pas à aller voir un médecin généraliste et lui demander un certificat maladie. Et qui de plus est, si vous allez voir un généraliste et que vous lui demandez un certificat maladie, il va refuser de vous le donner parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas aux Pays-Bas. Donc alors, quels sont les moyens de l'employeur de contrôler quand même s'il n'y a pas un abus? Tous les employeurs aux Pays-Bas ont un contrat avec un médecin du travail qui s'appelle ici le médecin Arbo ou le Arbo Arts.
Et c'est en général un organisme qui héberge à la fois des médecins, mais aussi des psychologues, des experts du travail. Et donc, c'est toute une organisation, en fait, qui sert à s'occuper d'un salarié lorsqu'il est malade. Donc, normalement, lorsqu'un salarié est malade, l'employeur fait une notification au médecin du travail et le médecin du travail, il va contacter l'employé et il va faire une consultation. Parfois, ça se fait par téléphone, parfois, ça se fait sur place. Mais les contacts téléphoniques avec le médecin Arbos sont quand même assez fréquents. Et une fois que le Arbo Arts vous a parlé ou vous a vu, il va faire un rapport à l'employeur qui ne contient aucun détail médical, mais qui va dire uniquement, voilà, vous êtes un tel ou un tel est en incapacité de travailler en ce moment. En général, il donne un prognostic, il dit, voilà, d'ici 2 semaines, ça devrait aller, ou d'ici 1 mois, ça devrait aller. Bon, ça dépend totalement, en fait, de la maladie qui se présente. Et bon, si vous avez une petite grippe de 3 ou 4 jours, il n'y a aucun médecin du travail qui va intervenir. Alors, les Français me demandent toujours, mais comment est-ce que ça se fait que les Néerlandais viennent travailler? C'est une question de confiance finalement, mais comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un système qui marche. En principe, les Pays-Bas sont connus comme étant un pays au sein de la communauté européenne où il n'y a pas beaucoup d'absence pour des raisons de maladie. Les pourcentages sont assez faibles. Donc, les gens sont mis à leur propre responsabilité et la grande plupart n'en abusent pas. Donc, voilà comment ça marche. La deuxième grande différence avec la France, c'est que l'employé a droit au paiement de son salaire pendant 2 ans. Alors qu'en France, ce sont normalement les caisses de sécurité sociale qui interviennent au bout de 6 semaines. Aux Pays-Bas, ça n'est pas le cas, mais c'est l'employeur qui doit continuer à payer pendant 2 ans. Alors, selon la loi, il n'est pas obligé de payer 100% du salaire pendant toute la période, mais il est obligé de payer au moins 70% du salaire. Étant, il y a beaucoup de contrats de travail et il y a pas mal de conventions collectives également qui prévoient quand même des paiements plus élevés. Alors, ça peut par exemple être 100% durant 6 semaines ou 100% durant 6 mois ou même 100% durant la première année et ensuite un montant plus faible, 70% ou un pourcentage un peu plus élevé durant la 2e année. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez courant et bon, de très varié. On voit vraiment de tout dans les contrats de travail. Mais c'est quelque chose à quoi il faut faire attention lorsque vous signez un contrat de travail, c'est regarder à quoi s'élève le paiement en cas de maladie. Alors, durant ces 2 ans, évidemment, le salarié ne reste pas juste à la maison à ne rien faire, mais il y a des contacts très réguliers entre l'employé et le salarié. Et l'employeur a vraiment une obligation légale de réintégration de son salarié. Et ça, c'est une obligation qui va très loin. Et c'est pour ça, en fait, que les employeurs néerlandais, ils suivent souvent de très près les employés qui sont en arrêt maladie. Et souvent, les employés en maladie, ils se sentent contrôlés et ils trouvent ça très désagréable. Mais il y a quand même aussi, après, il y a des employeurs qui abusent évidemment, mais globalement, il y a quand même vraiment une obligation de l'employeur de vous suivre lorsque vous êtes malade, d'essayer au mieux de vous intégrer dans l'entreprise dès que possible. Si vous ne pouvez pas faire le travail pour lequel vous avez été embauché, mais vous pouvez quand même faire quelque chose un autre travail en fait, qui demande peut-être moins d'aptitude ou que vous pouvez faire même en étant en arrêt maladie. À ce moment-là, il faut qu'il vous
donne ce travail-là et qui vous fasse travailler. Donc, il y a vraiment une obligation de réinsertion du salarié qui est très élevée. Et les employeurs néerlandais ont tout intérêt à suivre ces obligations parce que lorsqu'ils ne le font pas, eh bien, ils peuvent se voir obligés de continuer à verser le salaire encore pendant une 3e année. Donc, au bout de 2 ans, normalement, l'employeur peut demander une autorisation de licenciement. C'est le UWV, en fait, qui est une instance sociale ici, un petit peu comme Pôle emploi, je crois que ça s'appelle en France, et qui décide, au bout de 2 ans de maladie, si est-ce que l'employeur est en droit de licencier la personne. Et c'est uniquement lorsque le UWV a dit oui et que le UWV a considéré que l'employeur a vraiment tout fait pour réintégrer cette personne et que malgré tous ses efforts, ça n'a pas marché, qu'il peut ensuite passer au licenciement du salarié. Voilà, donc ça, c'est peut-être quelque chose qui explique pourquoi les employeurs néerlandais, les salariés français trouvent parfois qu'ils sont un peu chiants parce qu'ils vous collent un peu à la peau et ils essayent en permanence de vous réintégrer. Mais bon, ça c'est la raison. C'est que pour un employeur néerlandais, c'est très cher en fait d'avoir un salarié qui est en arrêt maladie. Alors, comme souvent, quand on passe au chapitre maladie, on a beaucoup de questions. Oui. C'est assez classique. Donc, il y a Angèle qui disait il y a 10 jours de congé maladie aux Pays-Bas. Donc, j'ai demandé est-ce qu'elle précise la question. Et elle a précisé en disant que son employeur lui avait dit qu'il y avait des rendez-vous médicaux qu'elle pouvait honorer pendant ses heures de travail. Oui, alors il y a des en principe, on peut faire des rendez-vous, comment est-ce qu'on dit ça, préventifs chez le médecin du travail. Donc peut-être que l'employeur il a parlé de ça. Parce que du coup, ça serait plutôt auprès du médecin du travail. Parce que sinon, enfin, pour moi, dans une configuration classique, s'il y a des rendez-vous médicaux, en fait, tu préviens que tu seras absent pendant 1 heure ou 2 heures et tu reviens après le rendez-vous. Enfin, c'est plutôt comme ça que je voyais les choses. Ouais, je suis d'accord. Il y a toujours Angèle qui disait, donc sur les 2 ans, même si on change de travail, mais du coup, si vous changez de travail, l'employeur n'est plus responsable de vous. En fait, c'est le nouvel employeur qui devient responsable de vous. Ça, tout à fait. Donc, il va pas embaucher quelqu'un enfin, il y a peu de chances qu'il embauche quelqu'un qui est en arrêt maladie. En revanche, si vous démarrez votre activité avec un nouvel employeur et que vous êtes à nouveau malade quelques mois après, par exemple, bah, c'est ce nouvel employeur qui sera chargé de payer pendant la durée requise. Tout à fait. Oui, l'obligation de payer de l'employeur, elle s'arrête au moment de la fin du contrat de travail. Par contre, il se peut mais bon, que l'employeur doive payer des charges sociales plus élevées lorsque un salarié est sorti en étant malade. Donc, normalement, c'est quelque chose qui doit notifier au UWV lorsque la personne est malade et que donc après, elle doit demander des allocations sociales au UWV. Alors, il y avait une question de Thibaut qui disait, du coup, l'employeur peut-il licencier plutôt que de payer? Ben, en fait, quand on est en arrêt maladie, il n'a pas le droit de licencier sèchement, l'employeur. Il doit mettre tout en œuvre pour vous réintégrer dans l'entreprise. Oui, c'est vrai. Donc alors, on en parlera tout à l'heure. Il y a différentes méthodes en fait de licencier un salarié, mais le licenciement pur n'est pas possible tant qu'un salarié est en arrêt maladie. Il y a une question de Didier qui disait l'employé doit-il accepter un travail durant son arrêt? Si c'est un travail qui correspond à ses capacités actuelles, oui. Ça fait partie évidemment, l'employeur a beaucoup d'obligations, mais l'employé a des obligations aussi.
Et lorsque l'employé ne répond pas à ses obligations, par exemple parce qu'il ne collabore pas dans sa réinsertion, à ce moment-là, l'employeur a la possibilité de mettre fin ou d'arrêter les salaires. En fait, ce qui se passe, c'est que l'intermédiaire entre l'employé et l'entreprise, c'est le médecin du travail. Et tout se discute entre l'employé et le médecin du travail, et entre le médecin du travail et l'entreprise. Donc, l'entreprise doit faire des propositions de réinsertion qui sont évaluées par le médecin du travail, proposées à l'employé. Et en général, l'employé finit par revenir quelques heures par semaine, petit à petit, et finalement augmenter son temps de travail en fonction de ses capacités. Et si aucun accord n'est possible, c'est-à-dire que tout ce que l'entreprise peut proposer n'est pas faisable médicalement parlant pour l'employé, du coup, c'est dans ce cas, on peut arriver à une séparation, il me semble. Oui, voilà, en effet. Donc, il y a Thibaut qui est étonné du fait que l'entreprise doive payer pendant 2 ans. Oui, c'est surprenant, mais ça arrive. Sinon, on n'a plus d'autres questions là. Il y a quelqu'un qui a levé la main apparemment? Oui, pardon, c'était encore une fois pour une question d'intérim parce que je viens de signer un contrat d'intérim, donc c'est un peu particulier. Mais pour moi, ça rentrait dans le cadre des CDD, c'est pour ça que je me permets de poser la question. Je ne suis pas sûre d'avoir compris, mais on m'a fait comprendre que si j'étais malade pendant mon intérim, le contrat se terminait. Est-ce que c'est moi qui... C'est une spécificité des contrats d'intérim, oui. Ça dépend D'accord, après du contrat intérim que vous avez, mais c'est possible, oui. d'accord. Donc j'ai bien compris, ça marche, merci. Malheureusement, oui. Voilà, là, je pense qu'on a fini avec les questions sur OK. la maladie. Très bien. Alors, on continue. Sur les clauses de non-concurrence. Alors, qu'est-ce qu'une clause de non-concurrence? Une clause de non-concurrence, c'est une clause qui a été insérée dans le contrat de travail et qui interdit aux salariés de travailler pour une société concurrente durant une certaine période après la fin du contrat de travail. Donc, c'est une clause, en fait, qui restreint vos possibilités de trouver un autre travail une fois que votre contrat de travail a pris fin. Alors, les clauses de non-concurrence, c'est quelque chose qui existe dans tous les pays en Europe, y compris la France, mais dans la plupart des pays, y compris la France, une clause de non-concurrence n'est pas gratuite pour l'employeur puisqu'il doit payer une indemnité. Alors, en France, il me semble que c'est au moins 50% du dernier salaire perçu. Donc, si par exemple, vous avez une clause de non-concurrence durant 12 mois, pendant ces 12 mois suivant la fin du contrat de travail, votre employeur est obligé de vous payer une indemnité donc, à hauteur d'un demi-salaire mensuel par mois. Alors, aux Pays-Bas, il n'y a pas de telle indemnité obligatoire. C'est-à-dire que la clause de non-concurrence, elle est gratuite pour l'employeur et c'est la raison pour laquelle il y a quand même beaucoup d'employeurs qui y recourent. Et lorsque vous avez une telle clause dans votre contrat de travail, en général, elle est, couplée à une clause pénale qui en fait vous pénalise dès lors qu'il y a une enfreinte à la clause de non-concurrence. Donc, en général, ce sont des pénalités qui ont deux positions. La première, c'est un montant global, ça peut être 10 000 euros, 20 000 euros. Et après, il y a encore un certain pourcentage, par exemple 1 000 euros ou 2 000 euros par jour que cette enfreinte ou infraction perdure.
Et c'est à cause de cette pénalité journalière que des pénalités peuvent atteindre des sommes assez astronomiques dès lors qu'une enfreinte ou une infraction s'est produite durant une période plus longue. Donc, les clauses de non-concurrence, c'est quelque chose à quoi il faut vraiment faire attention, il faut les prendre au sérieux, parce que je vois souvent des Français ici qui disent « oui, de toute façon, la clause de non-concurrence, elle n'est pas valide parce qu'il n'y a aucune une indemnité prévue. » Mais attention, aux Pays-Bas, ce n'est pas nécessaire. Une clause de non-concurrence, en général, elle est valide même quand il n'y a pas d'indemnité prévue. Par ailleurs, en France, bon, il y a des conditions assez strictes aussi. Il faut qu'il y ait vraiment une définition dans le temps, une définition géographique, une définition exacte des activités qui ne peuvent pas être faites chez un concurrent. Aux Pays-Bas, c'est beaucoup plus souple, en fait. Donc, la seule chose qu'il faut avoir, effectivement, c'est une limitation dans le temps. En général, il ne faut pas que ça dépasse les 12 mois, sauf des cas très exceptionnels, mais ce n'est pas obligé d'avoir une délimitation géographique, par exemple. Donc, très souvent, les clauses de non-concurrence aux Pays-Bas sont valides. Alors, la seule spécificité qu'il y a, c'est que, en principe, les clauses de non-concurrence sont uniquement permises dans un CDI, c'est-à-dire lorsque vous avez été embauché pour une durée indéfinie ou indéterminée. Dans un CDD, une clause de non-concurrence n'est pas valide. Et encore, il faut que ce soit un CD de plus de 6 mois. Si vous avez un CDD de 6 mois ou moins, là, une clause de non-concurrence est tout à fait impossible. Dans un CDD de plus de 6 mois, c'est possible. Il faut alors que l'employeur puisse justifier d'un intérêt majeur. Mais la latte est vraiment très, très haute. Donc, dans la jurisprudence, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé de cas dans la pratique où un juge aurait dit qu'une clause de non-concurrence dans un CDD est valide, même s'il essaye de justifier d'un intérêt majeur de la part de l'employeur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que très généralement, dans un CDD, quelle que soit la durée, une clause de non-concurrence n'est pas valide. Alors, lorsque vous souhaitez quitter votre employeur et que vous vous voyez face à une clause de non-concurrence, mais que vous souhaitez éventuellement aller travailler pour une entreprise concurrente, il y a souvent moyen de négocier. Donc, il ne faut pas penser que la clause de non-concurrence, c'est la fin des jours. Il y a souvent possibilité de négocier et, par exemple, de convertir la clause de non-concurrence en une clause de clientèle qui vous permettra en fait de travailler pour le concurrent, mais alors on vous donnera juste une liste de certains clients que vous n'avez pas le droit de contacter. Donc ça, c'est une possibilité. Bon, après, il y a aussi la possibilité d'aller en justice et d'essayer de faire annuler la clause de non-concurrence, et c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on a des questions? J'en ai pas dans le chat des questions sur la clause de non-concurrence. Moi, j'en ai une. Si l'employeur te licencie, du coup, ça met fin à la clause de non-concurrence. C'est lui qui décide de te licencier? Non, quelle que soit la fin du contrat, okay. La clause est toujours licite. OK. Pas de questions sur le sujet? Apparemment, non. OK. On va donc rentrer dans le dernier sujet de cette présentation qui concerne la fin du contrat de travail. Alors, comment est-ce qu'un employeur peut mettre fin au contrat? Normalement, il y a 3 possibilités différentes. Il y a le licenciement pour des raisons économiques, le licenciement qui est lié à la personne, ou alors une rupture amiable par signature d'une
d'une convention de rupture. Bon, après, évidemment, il y a aussi il y a le licenciement pour faute grave, que je ne vais pas traiter ici, mais si vraiment l'employé a fait, s'il a volé dans la caisse ou s'il arrête, si malgré plein d'avertissements, il vient toujours en retard, à ce moment-là, il peut y avoir un licenciement pour faute grave, mais c'est quelque chose qui est assez rare aux Pays-Bas parce que ça peut vite être contesté. Donc le licenciement pour faute grave, c'est vraiment des cas très exceptionnels. Alors, le licenciement pour des raisons économiques, ce que vous connaissez de la France, probablement, c'est qu'il y a d'abord un entretien préalable et après, il y a des périodes à respecter et ensuite, le salarié peut vous licencier. Et si vous souhaitez contester le licenciement, à ce moment-là, c'est à vous de saisir les prud'hommes et de contester la validité du licenciement. Aux Pays-Bas, ça se passe très différemment. Lorsque votre employeur souhaite vous licencier pour des raisons économiques, il va devoir faire une procédure auprès du UWV. Donc, le UWV, comme je le disais tout à l'heure, c'est une sorte de pôle emploi néerlandais. Et ce sont eux qui sont compétents non seulement des allocations sociales, mais ils doivent également apprécier si un employeur est en droit de licencier son salarié. Donc, il y a en fait un contrôle de cette autorité-là qui se fait avant même le licenciement. Et si le UWV, après son contrôle, conclut qu'il n'y a pas suffisamment de raisons pour mettre fin au contrat de travail, à ce moment-là, il va refuser l'autorisation de licenciement et, résultat, votre employeur ne peut pas vous licencier. Donc ça, c'est vraiment une différence majeure par rapport au droit français. Qu'est-ce que doit faire l'employeur pour obtenir une telle autorisation de licenciement? Il doit envoyer tout un dossier au UWV avec des pièces à l'appui. Il doit exactement expliquer quelles sont les raisons pourquoi il souhaite procéder à ce licenciement pour des raisons économiques. Et tout ce paquet sera envoyé ensuite au salarié. Le salarié aura la possibilité donc de se défendre dans le cadre de la procédure. Il peut faire ça tout seul, il peut éventuellement prendre un avocat. Et c'est uniquement lorsque le salarié se sera prononcé sur le dossier que le UWV prendra sa décision. Alors, lorsque le UWV dit oui, employeur, tu peux licencier ce salarié, l'employeur peut ensuite envoyer une lettre de licenciement tout en respectant toujours le préavis qui a été prévu dans le contrat de travail ou alors qui est prévu dans la loi. Alors, ce préavis à respecter par l'employeur, lorsqu'il n'y a pas d'autres règles dans le contrat de travail, il est de 1 mois durant les 5 premières années, 2 mois entre la période entre 5 et 10 ans, et ainsi de suite. Donc, les préavis ne sont pas très, très longs aux Pays-Bas. Lorsque vous êtes licencié pour une raison économique, vous pourrez prétendre à ce qu'on appelle la transitievergoeding, une indemnité de transition, ou en France, on parle toujours d'une indemnité de départ, qui s'élève à 1/3 de salaire mensuel par année travaillée. Donc, c'est en fait une indemnité qui n'est pas très élevée et qui dépend de l'ancienneté. Donc, si vous avez travaillé dans la boîte pendant 3 ans, vous aurez droit à un salaire mensuel en tout. Et c'est que lorsque vous avez vraiment travaillé très, très, très longtemps dans la même entreprise qu'il y a ensuite des plafonds. Donc, en ce moment, c'est 84 000 € ou alors un salaire annuel. Mais ça, c'est assez rare quand même qu'on atteigne ce plafond.
Alors, est-ce que vous avez encore des questions sur le licenciement économique? Oui. Il y a une question dans le chat qui était qu'est-ce qu'il se passe si l'employeur est néerlandais et que son salarié travaille à distance en France? Quelle est la procédure, quel est le droit qui s'applique en fait, le droit hollandais ou le droit français? Alors, ça dépend. Ça dépend déjà de ce qui a été convenu dans le contrat de travail. Si le contrat de travail, il a fait une mention pour le droit néerlandais, à ce moment-là, ce sera le droit du travail néerlandais qui s'appliquera. Si par contre les parties n'ont rien convenu, à ce moment-là, normalement, c'est le lieu de travail habituel qui va déterminer le droit applicable. Et dans ce cas-là, ce serait le droit français. Donc, c'était la seule question qu'on avait sur le sujet. D'accord. Ah, non, les 2 questions qui viennent d'arriver. J'ai 2 questions sur des sujets complémentaires. Alors, la flexibilité et les aménagements d'horaire, temps partiel ou temps plein, sur 4 jours payés 5, etc., aux Pays-Bas, se négocient à tout moment du contrat pendant l'exécution du contrat ou seulement avant sa conclusion. Et deuxième question, qui était le télétravail. J'ai vu que c'était en passe de devenir un droit fondamental. Est-ce que cela a été entériné? L'employé peut-il l'imposer à son employeur actuel et ou futur employeur? Donc, il y a 2 questions. Il y a l'aménagement du temps de travail et il y a le télétravail. Oui. Bon, je vais répondre rapidement. Alors, les aménagements d'horaire sont possibles à tout moment. Il me semble qu'il faut avoir travaillé dans l'entreprise durant au moins 6 mois. Mais après, on peut demander soit de passer en temps plein, soit de passer en temps partiel. Et l'employeur, il a un droit de refus, mais uniquement pour des raisons, enfin, on va dire, importantes. Donc, il doit justifier son refus. Concernant le télétravail, non, il n'y a pas de droit fondamental et c'est l'employeur qui décide. Donc, il n'y a pas un droit de travailler à la maison. Oui, on ne peut pas dire quel est le droit plus avantageux, si c'est le droit français ou le droit néerlandais. Chaque système est différent. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Pour moi, ce qui est toujours important, c'est que ce soit le droit qui s'applique à l'endroit où travaille le salarié. C'est-à-dire que si le salarié travaille aux Pays-Bas, il devrait, à mon avis, avoir un contrat néerlandais. S'il travaille en France, il devrait avoir un contrat français, parce que sinon, il y a les systèmes qui vont se mélanger et la situation devient plus compliquée. Je pense qu'on n'a pas de nouvelles questions sur le licenciement pour l'instant. OK. Alors, le licenciement qui est lié à la personne, là, c'est encore lorsqu'on veut vous mettre fin à votre contrat parce que votre employeur n'est pas content de votre performance ou parce que vous ne vous entendez pas bien avec un ou 2 collègues ou parce qu'il y a eu des malentendus ou des différends. Il ne peut pas non plus vous licencier comme ça. Aux Pays-Bas, il faut alors que le contrat de travail soit dissous par une décision judiciaire. C'est-à-dire que pour mettre fin au contrat de travail, il faut que l'employeur assigne le salarié et qu'il introduise une procédure en justice. Donc c'est vraiment un juge en fait qui va tout de suite faire un contrôle et qui va dire si est-ce que oui ou non il y a suffisamment de raisons pour mettre fin au contrat de travail. La loi néerlandaise mentionne tout un catalogue de raisons qui sont potentiellement valides pour licencier une personne pour des raisons qui sont liées à la personne, mais les conditions sont assez strictes. Donc, vous pouvez retenir que c'est vraiment pas facile aux Pays-Bas de mettre fin à un contrat de travail pour des raisons qui sont liées à la personne. Par exemple,
lorsque l'employeur critique la performance du salarié, le juge va en général dire qu'il doit d'abord faire ce qu'on appelle un performance improvement plan, un plan d'amélioration. Et c'est uniquement lorsque, après une certaine période, ce plan d'amélioration n'a pas été couronné de succès, que l'employeur peut passer au licenciement, pas au licenciement, mais peut faire dissoudre le contrat par un juge. Lorsque le contrat a effectivement été dissous par le juge, le salarié a également droit à ce qu'on appelle la transitievergoeding. Je vous en parlais déjà tout à l'heure. C'est une indemnité de départ qui s'élève donc à 1/3 de salaire mensuel par année travaillée. Exceptionnellement, lorsque le licenciement peut être vraiment imputé à l'employeur et que il y a une sorte de faute grave, on va dire, de l'employeur, à ce moment-là, le salarié peut également demander une compensation équitable pour avoir subi la fin de son contrat de travail. Et cette compensation équitable, il n'y a aucune règle en fait qui permet de déterminer le montant. En principe, le juge est censé déterminer quel est le dommage subi le dommage réel subi par l'employé par rapport à cette fin de contrat. Mais c'est quelque chose qui, dans la pratique, évidemment, est très difficile à mesurer parce que ça dépend de l'âge de la personne, de sa capacité de retrouver un autre travail, donc sa position sur le marché du travail, etc., etc. Il arrive assez régulièrement que cette compensation équitable, qui s'appelle billijke vergoeding en néerlandais, qu'elle monte à des sommes assez élevées. Et on se retrouve vite avec des indemnités en plus de 6 mois de salaire, voire 12 mois de salaire, mais ça dépend entièrement du cas. Donc, dans des cas normaux, on va dire, vous avez droit uniquement à la transitievergoeding, donc l'indemnité de départ. Est-ce qu'on a des questions? J'en ai pas dans le chat. Non, je pense qu'on peut continuer. On va continuer. Donc, ça, c'est le dernier slide que j'ai. Sachez que 80% ou 90% même des contrats de travail aux Pays-Bas se terminent par une rupture amiable. Une telle rupture amiable vous donne droit aux allocations de chômage sans problème et elles doivent se faire par un contrat écrit. Et ce contrat écrit, il doit faire mention de certains points. Il doit mentionner, par exemple, que l'initiative venait de l'employeur. Il doit mentionner qu'il n'est pas question d'une faute grave. Il faut mentionner que l'employé a essayé de se défendre, mais qu'il n'y a pas d'autre possibilité de positionner le salarié au sein de l'entreprise. Donc, il y a tout un panoplie de mentions qu'il faut mettre dedans afin de pouvoir prétendre aux allocations de chômage. Mais bon, pour tout ça, il y a des modèles de contrats qui en général comportent ces mentions. Mais néanmoins, il est très important quand on est confronté à une proposition de settlement agreement, enfin une proposition d'une rupture amiable, d'aller consulter un avocat et de lui soumettre le contrat pour voir s'il y a éventuellement des erreurs ou alors s'il y a moyen éventuellement d'en sortir un peu, de négocier un peu plus, voire beaucoup plus en fonction de la proposition qui a été faite et en fonction de la situation aussi. Moi, je pense que par semaine, j'ai à peu près 3 dossiers comme ça. Donc des personnes travaillant aux Pays-Bas qui se voient confrontées à une rupture amiable de leur contrat de travail. Souvent, le contrat de travail fait même une mention d'une indemnité pour aller voir un avocat. Donc en général, ce sont des montants, en tout cas un premier contrôle par un avocat est mentionné. Et souvent, le montant alloué afin de pouvoir aller voir un avocat est également un élément de négociation.
Alors, quels sont les autres éléments de négociation? Vous pouvez négocier, bon, évidemment, le montant de l'indemnité de départ. Vous pouvez négocier le préavis. Parfois, ça peut être intéressant pour vous de rester encore un petit peu dans les effectifs de la société tout en ne travaillant plus. Donc, ça veut dire que vous avez toutes les possibilités pour aller chercher un autre contrat, mais vous recevez toujours vos salaires mensuels. Parfois, ça peut être plus intéressant plutôt que de partir tout de suite et de recevoir une indemnité de départ plus élevée. Mais là, ça dépend vraiment du cas concret, qu'est-ce que vous voulez, si est-ce que vous avez le ruling des 30% ou pas, si vous souhaitez retourner en France, si vous souhaitez rester aux Pays-Bas. Il faut voir vraiment dans chaque situation quel est le meilleur moyen de négociation. D'autres éléments de négociation sont, que je vous disais tout à l'heure, déjà le montant des indemnités d'avocat remboursées. On peut négocier éventuellement des frais de outplacement. Ce sont là un remboursement de frais de formation que vous allez suivre quelque part afin de pouvoir augmenter vos chances de trouver un autre travail. Vous pouvez également négocier de recevoir une lettre de référence positive. Quels sont les autres points? Bon, effectivement, la question de savoir combien de temps est-ce que vous devez encore travailler et à partir de quand est-ce que vous êtes libéré de votre obligation de travailler. La question de savoir s'il y a une clause de non-concurrence, si est-ce que cette clause de non-concurrence continue à s'appliquer ou si est-ce qu'elle peut être levée. Ça, c'est un élément important des négociations. Ouais, je pense que ça, ce sont à peu près les éléments essentiels que vous pouvez négocier dans une rupture amiable. On a une question de Faouzia dans le chat qui dit, peut-on exiger… Alors, non, j'ai plusieurs questions. La première question, c'était, un employé peut-il mettre fin à un contrat de travail en démissionnant? Oui, alors normalement, vous pouvez démissionner. Alors, attention, si vous avez un CDD et que si le contrat de travail ne fait pas mention d'une possibilité de démissionner avant la fin du CDD, il faut terminer le CDD. Mais sinon, si vous êtes en CDI ou si lorsque le CDD mentionne que chacune des parties peut mettre fin au contrat prématurément, à ce moment-là, vous pouvez démissionner. Et légalement, le préavis à respecter par le salarié est toujours d'1 mois. Le contrat de travail peut prévoir des indemnités, des préavis plus longs, mais normalement, c'est un préavis d'1 mois à respecter par le salarié. Et il y a une autre question d'Irina qui demande, peut-on exiger un contrat de travail en anglais? Non, il n'y a pas de loi qui dit que vous avez droit à un contrat de travail anglais. Ceci étant dit, lorsque l'employeur il a un salarié qui ne parle pas le néerlandais, lui soumettre ensuite un contrat en néerlandais, ça ne me paraît pas très correct. Mais il n'y a pas d'obligation légale en l'occurrence. Est-ce qu'on a d'autres questions sur ce chapitre ou peut-être des choses qui vous sont revenues d'ici? C'est bien la dernière slide, hein, oui. Ouais. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous sont venues, c'est le moment ou jamais de les poser. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser directement la question. Alors, il y a Angèle qui demande, quand on a une proposition de contrat, combien de temps on a pour signer le contrat? Il n'y a pas de règle là-dessus. Ça dépend entièrement de l'employeur. En fait. Bon, si l'employeur il a 3 candidats, il va peut-être exiger que vous signiez plus rapidement que lorsqu'il vous attend et qu'il comprend que vous avez besoin d'un petit peu de temps de réflexion. Il n'y a pas de règles spécifiques là-dessus. Et Angèle, vous demandez à nouveau la différence entre l'avantage du droit français ou néerlandais. On ne peut vraiment pas répondre à cette question, en fait. On ne peut pas vous dire il y a un droit qui est meilleur que l'autre. Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Ça dépend surtout d'où est-ce que vous travaillez.
On a une question de Didier qui dit, pour le 30% ruling, l'employeur est-il obligé d'accepter la constitution d'un dossier? En gros, est-ce qu'il est obligé d'accepter la demande de 30% ruling? Je pense que c'est ça que vous voulez dire. Oui, bonne question. Non, je pense pas qu'il n'y a pas d'obligation légale. Et je vois effectivement certains employeurs qui n'ont pas envie qu'il y ait certains de leurs employés qui ont un ruling et qui du coup gagnent beaucoup plus que d'autres collègues. Donc c'est par un souci d'équité entre les salariés. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire grand-chose malheureusement parce que vous avez besoin de l'assistance de l'employeur pour faire le dossier. Ouais, il y a Angèle qui commente sur le 30% ruling en disant qu'il n'avait pas le droit de refuser. En fait, si, il a le droit de refuser pour la raison que Vipke vient de donner. C'est-à-dire que accepter le 30% ruling pour des salariés, c'est avoir des salariés qui travaillent côte à côte, qui font littéralement le même travail et qui n'ont pas le même revenu à la fin de l'année. Donc, ça peut être un choix. Ouais, pas le faire. Normalement, lorsque les géants viennent aux Pays-Bas, c'est un argument pour l'employeur de faire venir le salarié. Hein, parce qu'on dit, voilà, tu auras telle ou telle rémunération, mais tu auras le ruling et du coup, tu auras un salaire net bien plus avantageux. Donc ça, c'est un argument pour faire venir les gens. Et donc, il y a beaucoup d'employeurs qui ont envie d'utiliser le ruling parce que bon, c'est avantageux pour eux et pour leurs salariés. Mais il n'y a pas d'obligation. Est-ce que vous avez d'autres questions, soit de vive voix, soit dans le chat? Non? Alors, sachez que j'ai conçu un site www.droitdutravail.nl sur lequel je donne un petit aperçu aussi du droit du travail néerlandais en français. Je vous l'ai mis dans le chat, comme ça, si vous voulez le copier-coller, c'est possible pour vous d'aller consulter ce site. Vous aurez toutes les informations. Il est en français, donc c'est super cool. Je vous remets le lien vers l'événement que j'organise le 13 octobre. Il nous reste des places, donc si vous voulez participer à distance ou en présentiel, c'est possible. Et il est 15h40. Il me reste à vous remercier pour votre participation. Vipke, je te remercie à nouveau pour ta présentation. C'est toujours riche d'enseignements et extrêmement clair et didactique. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Et pour ceux qui sont inscrits à l'atelier LinkedIn, je vous rappelle que c'est vendredi à 14h30 et que c'est moi qui le présente. Voilà. Super. Au revoir. Merci à tous et à bientôt.